Il est devenu, au fil des années, un credo chez tous les partenaires sociaux et pourtant, la vérité est qu'il reste et demeure un idéal qu'on peine à atteindre partout. La situation étant moins reluisante sur le continent africain, le travail décent, promu par la communauté internationale, est censé offrir la possibilité à tous les travailleurs de mener une vie digne et de répondre à leurs besoins essentiels. Mirage ou réalité en Afrique, nous le verrons sur ce plateau avec Adrien Beleki Akouete. Vous êtes secrétaire général adjoint de la CSI Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan, c'est un plaisir de me retrouver chaque fois avec vous et débattre des questions du partenariat social. Monsieur Akouete, c'est quoi un travail décent, tout simplement? D'abord, lorsque nous parlons du travail décent, c'est une aspiration de tout homme. Tout homme veut avoir un travail bien rémunéré qui lui permette de s'épanouir. Donc la notion du travail décent, telle que conçue par l'Organisation internationale du travail, répond aux aspirations de tout homme, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit dans le domaine agricole, qu'il soit paysan, mais qu'il vive d'une manière décente de son travail. Voilà la notion du concept de travail décent qui est apparu dans le rapport du directeur général du travail en 1999 à la 87e session de la conférence internationale du travail tenue à Genève. Et les pays, c'était un appel qui a été lancé à tous les pays. Et vous savez que moins avant, un an avant ce travail, ce concept, et il y a un an après, il y avait les OMD. Donc c'est dans l'esprit de dire que l'homme doit être au centre de tout développement. Voilà le concept réel. L'homme doit être au centre de tout développement. Nous allons le voir dans le courant de cette émission. Conformément à la définition que vous avez donnée du travail décent, toute personne dans le monde devrait pouvoir avoir un emploi lui permettant de mener une vie digne, vous l'avez dit. Est-ce que sur le continent, il y a justement dans ce sens des progrès? Non, je ne pense pas. Il y a eu des progrès, c'est vrai, mais est-ce que nous avons atteint cet idéal-là? C'était idéal. Est-ce que nous avons atteint cet idéal sur le continent? Je ne suis pas sûr. Si vous voyez dans beaucoup de nos pays aujourd'hui, nous nous résumons au travail précaire. Ça existe dans beaucoup de pays. Nous nous résumons au travail précaire, l'économie informelle qui est devenue très florissante. Donc, est-ce que nous avons un programme de développement qui puisse permettre à ce que nous ayons atteint le travail décent? L'idéal qui est le travail décent, je ne suis pas sûr en Afrique. D'abord, l'agriculture est toujours paysanne. Nous n'avons pas un continent qui s'est industrialisé. Nous n'avons pas une promotion du secteur privé endogène, si ce n'est pas des succursales des multinationales. Donc, c'est une réflexion qui doit interpeller tous les Africains aujourd'hui. Alors, il faut atteindre ce niveau de développement avant qu'on ne puisse avoir un travail décent ou bénéficier de cet idéal-là sur le continent, vous voulez dire? Si vous n'avez pas atteint ce niveau de développement, comment vous pouvez parler de travail décent? Que chacun se mette alors à faire son travail dignement et vivre dignement de ce travail. Nous devons réfléchir, comme je le dis, et c'est pour cela que les organisations syndicales internationales et régionales se battent pour que le continent se réveille. L'agenda 2063 est un agenda, mais est-ce que nous avons les moyens de ces aspirations? Nous ne sommes pas sûrs. Quand vous prenez même nos institutions internationales, elles sont financées, nos institutions africaines sont financées de l'extérieur. Donc nous devons réfléchir aujourd'hui ensemble. Ce n'est pas une affaire uniquement des élites, mais c'est une affaire de la population de se dire où est-ce que nous voulons aller et définir ensemble cette voie pour atteindre cet idéal-là. Sinon, les remue-ménages que nous connaissons sur le continent continueront toujours. Alors, définir ensemble cet idéal, n'est-ce pas ce qui est contenu dans cet agenda 2063 de l'Union africaine? C'est pour vous une illusion? C'est pas une illusion, mais tout ce qui se fait sans moi est fait contre moi. Est-ce que la population africaine, les élites et ceux qui sont concernés par cet agenda 2063 ont été associés à ça? De deux, est-ce que l'agenda 2063 a créé les conditions d'un vrai développement harmonieux et inclusif dans nos pays respectifs? Enfin, 3, cet agenda va être financé par qui? C'est la question qu'il faut se poser. Si l'agenda doit être financé par les Africains, pour les Africains, on aura gagné. Mais si l'agenda doit être financé par des institutions internationales, cet agenda n'aura que les désiderata des institutions internationales. Voilà la réalité des problèmes que nous avons sur le continent.
Et le continent, pour vous, n'a pas encore les moyens de sa politique de développement. Prenons par exemple l'Union africaine. L'Union africaine est financée à la fois par l'Union européenne et les États-Unis, de temps en temps la Chine. Le siège même de l'Union africaine a été construit par les Chinois. Est-ce que nous n'avons pas la capacité de nous-mêmes de nous doter d'un siège pour notre union, pour notre panafricanisme? Tout le monde revient à ce panafricanisme-là. Donc le travail décent est un idéal. Et cet idéal, si nous voulons l'atteindre, il faut nous battre. Il faut nous mettre au travail sérieusement pour que cet idéal soit atteint. Pour que chacun se retrouve en tant qu'Africain fier de lui-même. C'est ça. Est-ce qu'il faut attendre cet idéal pour que les droits des travailleurs puissent être respectés, puisque c'est un constat partagé? Il y a de plus en plus un flagrant déni des droits des travailleurs sur le continent. Non, vous avez constaté, sinon vous le constatez avec moi, que depuis quelque temps, les pays africains ne se donnent pas les moyens de leur politique. Et si c'est les succursales des multinationales, il y aura toujours un déni des droits sociaux. Je donne un exemple. Il y a eu tout récemment une étude sur la bière Henken, la brasserie Henken en Afrique. Et la conclusion, c'est que si Henken quitte un tout petit peu sa position politique des fois sur le continent, certains chefs d'État vont tomber. Cela veut dire en filigrane que c'est Henken qui soutient ce chef d'État-là. Donc, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un déni de droits sociaux seulement, puisque Henken a le soutien du pouvoir en main. Donc voilà un peu ce qui se passe. C'est pourquoi je dis, nous devons cultiver le secteur privé endogène et non pas les succursales des multinationales. Nous devons nous-mêmes créer les conditions nécessaires pour avoir un secteur privé productif qui réponde aux aspirations de nos pays respectifs. Comment se présente pour vous à ce modèle de secteur privé auquel vous rêvez, M. Akou? Je ne rêve pas. Non, ce n'est pas un rêve. Mais il faut toujours rêver pour arriver à faire certaines choses. Ce n'est pas un rêve. Aucun pays ne peut se développer avec la fonction publique. Ça, il faut avoir le courage de le dire. C'est la création d'emplois revient au secteur privé dynamique. Or, il est là le secteur privé. Lequel? C'est la question qu'il faut se poser. Lequel? Cher ami Gaëtan, lequel? Quand vous prenez beaucoup de pays africains, c'est le secteur privé importé par des succursales. Regardez un peu à Lomé aujourd'hui. Il y a dans beaucoup de quartiers des boutiques champions. Vous croyez que champion ne tue pas l'économie nationale? Je ne vais pas lancer une révolution contre nos amis des champions. Ils se sont installés, d'accord. Mais quand vous voyez les petites boutiques qui sont ouvertes, pas des prêts des Togolais, hein, vous croyez que champion n'aide pas à les tuer? N'est-ce pas la libre concurrence dans le... Oui, c'est la libre concurrence, mais il faut aussi... Non, la libre concurrence commerciale ne vaut pas rapport. Vous savez, on critique beaucoup aujourd'hui Donald Trump. Non, Donald Trump a compris que sur le marché complètement ouvert, donc c'est la mort des industries nationales. C'est la mort des industries nationales. Donc, je pense sincèrement que le secteur privé dont nous parlons pour l'Afrique doit être un secteur privé endogène, créé par des Africains pour des Africains. Je ne dis pas qu'ils seront mieux que les succursales des multinationales, mais créé par des Africains pour des Africains, pour que les dividendes de ce secteur privé profitent alors à la population qui y travaille. Voilà un peu le problème qui se pose sur le continent africain. Et dans ce contexte, monsieur Akouete, dans plusieurs pays, on assiste plutôt à la fragilisation du dialogue social qui perdure. Comment dans le cadre du processus de réalisation d'un travail décent pour tous, on peut avoir une situation pareille? Non, le problème est très simple à résoudre. Quelles sont les conditions dans lesquelles ce secteur privé vient s'installer? Dès le départ, le contrat qu'on doit signer avec ce secteur privé doit impliquer les partenaires sociaux. Et si ces partenaires sociaux sont impliqués, il y a les droits qui sont inscrits déjà dans l'accord qu'ils vont signer. Vous avez le sentiment que ces partenaires sociaux ne sont pas suffisamment impliqués? Pas suffisamment impliqués. Non, pas suffisamment impliqués. Ce n'est pas de leur faute non plus. Ce n'est pas eux qui signent l'accord.
C'est l'État togolais les États qui signent des accords. Ces États doivent comprendre que c'est leur propre population qu'on utilise pour générer des revenus, mais ces revenus doivent participer au développement et l'épanouissement de cette population. Tel cas contraire, il y aura toujours des grèves, il y aura toujours des manifestations qui ne permettent plus un développement harmonieux et inclusif. Donc voilà un peu, les droits sont là, tout le monde les connaît. Mais lorsqu'on veut créer un secteur, ou bien on veut s'insérer dans un pays, il faut que les conditions soient réunies pour une bonne harmonie entre le travailleur et l'employeur. Et le reste, c'est facile à faire. Nous avons, c'est un exemple dans le cas du Togo, la situation des travailleurs dans ce qu'on appelle la zone franche qui a défrayé la chronique depuis plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une amélioration puisque on parle des multinationales, il y en a une partie dans ces... Bon, je crois qu'il y a eu, nous étions partis de la zone franche pure et dure pour arriver maintenant à la zone franche qui s'inscrit dans le Code du travail du Togo. Ça, c'est déjà une amélioration. Maintenant, les syndicats doivent avoir la capacité de discuter avec leurs employeurs. Je ne jette pas sur la pierre aux employés tout simplement. Est-ce que les syndicats qui sont dans ces zones franches ont la capacité nécessaire? Point d'interrogation. 2. Quels sont les contrats qu'on a signés avant que l'entreprise ne soit installée sur le territoire togolais dans la zone franche? Si nous avons migré de la zone franche pure et simple vers une zone franche sociale en tenant compte du Code du travail, je pense que on doit revoir l'accord qu'on a signé pour l'adapter aux réalités du temps et faire en sorte que ceux qui y participent, ceux qui y travaillent, portent leur voix. C'est ce que le travail descendit. C'est ce que le travail descendit. Donc, si la personne vient au travail et qu'elle travaille dans de bonnes conditions de sécurité et que la rémunération, la protection sociale est couverte, rien ne l'empêche d'être productif. Nous voulons avoir des entreprises productives et inclusives. Nous ne voulons pas avoir des entreprises productives pour le bénéfice des employeurs et pour le non-bénéfice des travailleurs, pour que le travailleur devienne un esclave de l'entreprise. C'est tout le problème. Vous parlez de la protection sociale, est-elle réelle? Elle est réelle. Le Togo a fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'Africains ont fait des efforts. Vous vous souvenez que... Et dans toutes les entreprises, les employés en bénéficient? Tout dépend des employés eux-mêmes. La loi est claire aujourd'hui. 1. Vous êtes libre d'aller vous affilier à la caisse de sécurité sociale pour bénéficier des avantages de la caisse, même si votre employeur ne vous a pas déclaré. Il faut que le travailleur le sache. Et ramener le document à votre employeur. S'il veut résister, alors vous faites intervenir l'inspection du travail, qui le remet à l'ordre. Bon. 2. Si vous voyez depuis les objectifs du millénaire pour le développement, vous allez constater que sur le continent, beaucoup de choses ont bougé. Au Togo, par exemple, aujourd'hui, nous avons l'Institut des mutuelles, je crois, quelque chose comme ça, l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, qui s'étend vers l'économie informelle petit à petit. Donc, la protection sociale est prise en cœur par les autorités. Maintenant, est-ce que ça couvre tous les aspects de la protection sociale? Là, c'est des discussions qu'on peut faire. Monsieur Akwete, le travail décent comme concept a été introduit, vous l'avez dit, et promu initialement par l'Organisation internationale du travail en 99. Alors, depuis lors, le regard porté, quel regard portez-vous sur la mise en œuvre de l'agenda de l'OIT sur le travail décent, notamment en ces 4 piliers? Oui, les 4 piliers, vous le savez, vous les connaissez. D'abord, il y a l'emploi. Et quand nous parlons de l'emploi, ce n'est pas n'importe quel emploi. Aujourd'hui, il y a de l'emploi. Mais quel genre d'emploi nous avons? Vous promenez un tout petit peu dans beaucoup de pays, l'emploi qui est le plus palpable aujourd'hui, c'est le taxi-moto. Dans beaucoup de pays. J'ai été même surpris que dans des grands pays comme l'Afrique du Sud et le Kenya, il y a des taxi-motos aujourd'hui. Donc ça veut dire que le problème d'emploi demeure. Mais pour pouvoir résoudre ce problème d'emploi, comme je viens de le dire, il faut créer les conditions nécessaires pour l'implantation d'un bon secteur privé, productif, inclusif à la fois. Il y a la protection sociale. Aujourd'hui, on peut mourir de palu facilement, alors que le palu n'est plus une maladie mortelle depuis des années, puisque si vous n'avez pas les moyens. Mais nous n'avons pas cultivé dans beaucoup de nos pays que lorsque nous travaillons, nous devons cotiser pour notre propre bien, pour notre santé. Dans les pays scandinaves, ils vont jusqu'à 60% de leur salaire pour ça. Mais est-ce que nous avons ces conditions nécessaires pour pouvoir participer à notre propre protection? Non pas seulement pour nos vieux jours, mais pour notre propre santé. Parce qu'il faut être en bonne santé pour pouvoir produire, et produire beaucoup,
pour qu'il y ait des dividendes sur mon travail. Le droit des travailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises multinationales qui s'installent dans notre pays acceptent le droit de se syndiquer? Ah non. Parce que pour eux, le syndicat, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Non. Non. En fait, il y a l'égalité ici. Il y a aussi le dialogue social dans les 4 piliers du travail décent. Vous savez, le dialogue social est un moyen de la paix sociale. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque 2 adversaires se parlent, ou bien 2 hommes se parlent, ils ne se cherchent plus la bagarre. Vous pouvez ne pas vous comprendre le premier jour, mais si vous continuez le dialogue, c'est pour cela qu'il faut installer dans beaucoup de pays les comités du dialogue social permanent. Je ne parle pas du dialogue social tripartite, mais du dialogue social bipartite dans les entreprises, permettant à ce que les employeurs et les travailleurs se retrouvent régulièrement pour discuter du problème de l'entreprise. Parce que le travailleur sait très bien, lorsque l'entreprise meurt, lui aussi il meurt. Il le sait. Donc il ne cherchera jamais à faire mourir l'entreprise. Mais l'employeur doit savoir qu'il n'a pas des esclaves qui le traitent comme il le veut, mais c'est des hommes qui apportent leur savoir-faire, leur corps, leur robot, tout ça là pour apporter quelque chose à l'entreprise. En retour, il attend qu'il ait une bonne rémunération pour subvenir alors à ses besoins réels. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire du dialogue social. Le dialogue social pétine. Pourquoi? Parce que les entreprises multinationales n'en veulent pas. Parce que ce n'est pas de leur avantage. Bon, puisque pour eux, s'asseoir, pour certains, s'asseoir et discuter avec les travailleurs, c'est se rabaisser. Alors qu'ils sont des partenaires sociaux. L'employeur apporte ses moyens, mais le travailleur apporte aussi son savoir-faire. Monsieur Beliki Akwete, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.